C'est quoi l'expression fake it till you make it? Fait que c'est un peu ça, tu sais. Je crois que souvent, tu sais, on se met beaucoup de barrières. Je pense que les plus grandes barrières qui sont dans nos vies, c'est des barrières qu'on se met nous-mêmes, surtout par rapport à, tu sais, à la Mmh. création, tu sais, la création d'art et des choses comme ça. Fait que, Bonjour à tous, ici Invite ou Navet, dépend de la saison, et je suis ici en compagnie de René Pierre pour une interview Game Design. Salut René, comment ça va? salut, salut, ça va bien, toi? Pas mal, pas mal. Euh, alors, toujours peut-être on peut commencer par le début, et est-ce que tu peux me dire un petit peu plus sur qui tu es? Oui, oui, ben, c'est ça. Donc, je suis un game designer. J'ai comme ma compagnie, mon publishing studio qui s'appelle Fari RPG. Puis ça fait comme quelques années que je publie des jeux. Je suis comme aussi un développeur logiciel pendant le jour et Mhm. concepteur de jeux de rôle pendant le soir et les week-ends. Mais aussi comme, tu sais, mais ouais, c'est ça. En gros, c'est ça. Là, j'ai publié différents jeux et systèmes sous licence libre, etc. Là, peut-être que comme Mhm. si les gens écoutent ça, peut-être que comme ils connaissent certains jeux comme Breathless, Firelight, Yes. Stoneburner, des jeux dans ce style-là, ou plus récemment Songs and Sagas. Mais ouais, j'ai publié quelques jeux, j'ai quelques fans. Puis, mais ouais, c'est ça, c'est pas mal le TLDR. Yes. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'étais persuadé que tu étais développeur. Alors, je te connais pas personnellement, mais je me suis dit: «Tiens, je suis sûr qu'il est développeur celui-là». Alors, je sais pas pourquoi, mais je sais pas si c'est un truc, qu'on voit assez souvent, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de ouh là, je perds déjà mon français, de superposition entre, développement et jeu de rôle. Donc ouais, c'est assez marrant que tu sois développeur. Ouais, non, c'est vrai, il y en a beaucoup, je pense qu'il y en a beaucoup, là, des gens en IT de façon générale. En perdant mon français, là, j'ai comme, bah, tu sais, le monde vont s'en rendre compte, je suis québécois et comme on utilise Ah, beaucoup c'était d'anglicisme et ça! surtout mais on utilise beaucoup d'anglicisme ici, puis, ben, je pense de façon générale, mais j'en utilise particulièrement beaucoup. J'ai de la misère à Ouais, séparer mon cerveau du français à l'anglais, considérant que comme tout mon travail pendant le jour est en anglais, puis toutes les comme j'écris en anglais mes jeux et tout, ouais, donc j'ai de la misère à faire le switch en bon français. Fait que ouais, je risque d'utiliser une coupe d'anglicisme ici et là. ouais. Bah, tu sais quoi? Pareil pour moi, parce que pas alors coïncidence, je suis aussi développeur, c'est aussi Ah pour ça bon? que je dis ça. Donc aussi développeur, aussi journée en anglais, donc ouais, mais c'est pour ça que j'essaie de faire pas mal d'efforts pour me dire: «Allez, on essaie de pas mettre d'anglais dans mon français quand je parle à des Français». Donc c'est pas Ouais, facile, hein, c'est pas c'est pas facile. facile, c'est pas Ouais, facile. parce que ouais, parce que d'ailleurs, donc toi, quand tu écris des jeux, tu les écris en anglais, du coup? Ou même quand Oui, tu oui, c'est game ça, design, exact. tout ça? Toutes, mes notes de conception comme Ouais. tout est tout le temps en anglais, là. Les premiers mots que j'écris, comme même dans mon cahier de notes ou quoi que ce soit, je les écris en anglais. Puis comme tous mes jeux, j'ai déjà traduit certains de mes jeux, en français, Mmh. mais malheureusement, là, le le reach potentiel est pas aussi élevé que écrire en anglais Forcément. et tout. Donc, il y a certains jeux, je pense que Breathless, je l'ai traduit en français. Il y a certains de mes documents de référence système qui ont été traduits par la communauté en français, Mmh. dont Charge et Breathless, si je me rappelle bien. Mmh. Mais ouais, c'est ça, là, la grande majorité des choses que je fais, c'est en anglais. Ouais, parce que j'ai vu, Songs and Saga va être en espagnol, non? Oui, oui, c'est ça, ben, c'est comme un peu un petit divulgateur un peu, genre, j'en parle un petit peu ici et là de c'est comme: «OK, bah, Ah peut-être merde, qu'on va». mince, j'aurais peut-être pas dû le dire alors. Non, non, pas du tout. Pas du tout parce que ça va s'en venir dans les prochains jours. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Mais oui, on travaille avec El Refugio qui est un studio là en Espagne. Puis ils ont déjà traduit 2 de nos jeux. Ils ont traduit, Breathless, ils ont traduit Firelights. Non, pardon, Nomadic. Mmh. Mais ils sont après à traduire Stoneburner, c'est juste que celui-là, c'est un plus gros jeu. Là, on parle de comme, tu sais, 120 pages Ouais, plus, ouais, ouais, tu sais, ouais. beaucoup d'art, beaucoup de mise en page et tout.
Mais c'est ça, mais là, quand ils ont vu Songs and Sagas, ils sont comme embarqués un peu dans la bulle, puis ils ont dit: «Ah ben, on va le traduire, puis on va traduire le document de référence». Mmh. Tiens, d'ailleurs, alors, pardon, petite pause technique. Est-ce que tu peux te déplacer un petit peu vers ta Oui, droite? bien sûr. Yes, parfait. Parce que du coup, tu étais un petit peu mangé par le côté de Ouais. l'écran. Pardon, pardon. Yes. Du coup, ouais, parlons de cette game jam d'abord, d'ailleurs, parce que bah, j'y participe aussi, mais c'est la première game jam. Alors, juste pour rappeler un peu le concept, donc une game jam, c'est un terme qui est utilisé plutôt pour le jeu vidéo généralement, quelque chose qu'on voit plus pour le jeu vidéo. Et le principe, c'est que pendant un certain temps, euh, le temps peut varier, ben, il y a un thème et la communauté est amenée à créer un jeu vidéo selon ce thème. Et donc c'est quelque chose qui est très communautaire, c'est quelque chose qui, bah, généralement, il n'y a pas souvent de concours ou de gain à la clé, mais c'est juste pour créer quelque chose ensemble. Et du coup, bah, toi, tu as créé la Game Jam pour ton dernier jeu Songs and Saga, et c'est quelque chose que tu avais déjà fait avant? J'avais, je pense le 1er jeu que j'ai sorti, que j'ai publié moi-même, s'appelait Charge. Puis dès que j'ai Mhm. sorti le jeu, j'ai sorti comme un document de référence système et j'ai sorti une jam en même temps. J'ai dit comme j'ai invité Mhm. les gens à faire comme je pense que ce système-là est intéressant, j'invite la communauté à comme essayer de construire quelque chose avec ça. Donc dès mes premiers pas dans le domaine, j'ai toujours comme beaucoup adoré le travailler avec les gens de la communauté et puis inviter Mhm. les gens à créer des choses avec ce que je crée. Donc oui, tu sais, j'ai fait une jam pour Charge, j'ai fait une jam pour Breathless, pour Mhm. Firelights, puis là, on en fait une pour Songs and Sagas. Mais oui, c'est quelque chose de très impressionnant de voir les gens construire par-dessus une base que toi, Mhm. que toi tu as créée, comme par exemple, tu sais, Breathless, qui était originalement un jeu qui s'imprimait sur une. Tu sais, c'est juste une feuille de papier pliée en deux. J'ai sorti le jeu, puis comme 2 ans plus tard, il y a plus de comme 200 jeux qui sont publiés avec ce système-là. Donc, c'est un peu dans le même style de Firelight. Je pense qu'il y en a plus d'une centaine qui a été publié avec Mhm. le système qui utilise Firelight. Ça fait que c'est vraiment beau et incroyable là, de voir ça grandir. Là, mais ouais, donc Songs and Saga, c'est le plus récent. Donc, j'ai sorti Ouais, ce jeu il y a comme un peu ça plus fait... qu'un mois, je crois. Parce que c'était le 21 mai, il me semble. 24 mai, quelque chose comme ça. Fin mai. Ouais. Donc ouais, ça fait un mois et quelques. C'est ça. Donc, Fait que quand j'ai sorti le jeu un peu dans le même principe que Breathless, c'est un petit jeu qui s'imprime sur une page. mhm. Puis je me suis dit, pareil, les gens pourraient le hacker, faire du homebrew, créer quelque chose d'autre avec ça. Soit quelque chose qui est fait pour jouer avec Songs and Sagas, donc du Mhm. matériel supplémentaire, des scénarios, des aventures, des créatures, peu importe. Ou un jeu qui est complètement comme qui se dissocie de Songs and Sagas, mais qui Mhm. utilise les mêmes règles. Donc là, en ce moment, je pense qu'on a une cinquantaine de personnes qui ont rejoint la Ouais, Jam. Ok. ouais, je crois que j'avais vu 55 la dernière fois que j'ai checké, parce que forcément, je fais partie de cette game jam, hein. Donc ouais, mais ouais, d'ailleurs, en parlant de Breathless, ça c'est un truc assez marrant. C'est, alors, excuse-moi, là, je pars un peu dans tous les sens, hein, Non, c'est mais, bien correct. mais alors ça fait des années, moi, que j'essaie de créer mes propres jeux, ça fait des années que j'ai des projets comme ça. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression de suivre un petit peu dans tes pas, dans le sens où, ben, surtout Breathless en fait. Donc j'avais vu Breathless, j'avais un peu dismiss ça parce que j'avais mis ça de côté, pardon. J'avais mis ça de côté parce que à cette époque-là, j'avais pas trop joué avec des dés de différentes tailles. Mhm. Parce que c'est un peu le principe. Alors, là aussi pour un rappel pour Breathless, le principe de jeu, ça va être avec. Vous avez des caractéristiques, 4 caractéristiques si je me souviens bien, et chacune est notée avec un dé allant de D4, D6, pardon, D6 à D12. Et à chaque fois qu'il y a une action, ces dés-là vont être amenés à descendre et il faut que ça fasse plus de 4, là encore si mes souvenirs sont bons, pour que l'action soit une réussite. Et donc ce côté-là de dés qui bougent, d'ailleurs c'est quelque chose qui est très... C'est quoi l'origine de ce truc-là? C'est pas Mouse Rider qui utilisait beaucoup ça? Non. Euh, Mouse Rider a la. Je ne suis pas certain. Je sais que comme Mouse Rider a des dés d'attaque
mais je crois pas que les dés, ils step up ou step down. Ouais. Un des jeux qui utilise énormément ça, c'est le Black Hack, qui est un Ah jeu ouais, yes. OSR. Fait que ce Mmh, ce ce mmh, jeu-là mmh. utilise beaucoup ça, mais je crois que comme l'origine des jeux des dés qui step up and down, ça je pense que ça date des années 80 ou quoi que ce soit là, Ouais, mais ouais. Ouais, donc ouais, j'étais parti, donc là, j'avais commencé un jeu et au début, j'avais dismiss un peu Breathless parce que je me suis dit: «Bon, allez, des dés qui montent et qui descendent, c'est bizarre, je vais pas le faire». Puis j'étais parti avec des poules de D6. Ça, c'est, en partant des Blades in the Dark, même des Racing Glory, des trucs comme ça et au fur et à mesure, je suis revenu sur, je me suis dit: «Tiens, c'est marrant des D6 plutôt que des D20». Des poules de D6, serait bien que les dés, ce soient différents, donc j'ai des poules de D6 et de D4 et après ça, je suis parti sur, des dés, des step up complètement et je me suis dit: «Tiens, ce serait marrant, il me faudrait un truc, pour que ces dés-là, en fait, pareil que les jeux du style, Forbidden Land». Forbidden Land, tu as des caractéristiques qui plutôt que d'avoir des PV, tu as des caractéristiques qui vont monter et descendre au fur et à mesure de tes, enfin descendre surtout, au fur et à mesure que tu prends des coups et je me suis dit: «Ça serait intéressant de faire ça avec des step up, des dice qui step up et step down». Et donc j'étais arrivé avec un système comme ça, j'avais D4 à D12 qui step up et qui step down. Je me dis: «Tiens, ce serait bien d'avoir quelque chose qui, pour rendre la tension, donc fait en sorte que les dés remontent, baissent et montent facilement». Puis là, je me suis dit: «Tiens, c'est mince, ça me rappelle quelque chose». Je suis allé revoir et je venais de recevoir Stoneburner en plus. Là, il y avait le Kickstarter qui avait très bien marché l'année dernière, il me semble. Ouais. Et je me suis replongé dedans. J'ai vu, mince, il a fait comme moi. Oh, il a tout copié sur moi. C'est comme quand quelqu'un te suit, mais par en avant, là, Ouais, exactement, ouais. Donc ouais, c'est marrant parce que c'est chemin de game design. Parce que d'ailleurs, toi, comment t'es rentré dans le game design? J'ai, ben, originalement, tu sais, j'avais comme j'ai pas joué à des jeux de rôle avant comme ma fin vingtaine. Comme j'avais Ouais. fait une game de D&D quand j'avais comme 13 ans au secondaire, puis, ça s'était très mal passé. J'ai un des joueurs dans le groupe qui a décidé de me bâillonner et de me tuer pour me voler mon loot de niveau 1 et j'étais comme: «Ah, ce jeu est horrible, ça sert à rien». J'ai pas retouché au hobby jusqu'à ma fin vingtaine, puis, rendu là, j'ai découvert le jeu Fate, le Fate RPG, Fate Ah Core, Fate yes. Condensed, Fate Accelerated et tout. Je me suis dit: «Ah wow, ça a l'air comme plaisant comparé à D&D» parce que Mmh. D&D, comme pour moi, c'était associé à juste comme je vais me faire bâillonner puis je vais me faire comme voler mes choses. Fait que, à partir de là, tu sais, j'ai commencé à jouer beaucoup comme Fate avec je me suis Mmh. fait des groupes à la maison et tout, inviter mes amis. Puis, un peu plus tard, je me suis dit: «Ah, ben, tu sais, j'ai des amis qui commencent à déménager, quitter la ville où on vit tous ensemble et tout». Puis comme là, je me suis dit: «Comment qu'on va faire pour jouer en ligne?» Et là, étant développeur logiciel, je me suis dit: «Ben, je vais faire mon application» parce que genre, il y a les Roll20 de ce monde et tout et je me suis dit: «Ben, je suis Mmh. capable de m'en faire un moi». Fait que j'ai fait un truc qui s'appelle Fari App. Donc, j'achète le nom de domaine, je fais l'application, je commence à publier, je partage ça sur Reddit et je dis aux gens: «Hey, si vous voulez jouer à Fate, j'ai fait un petit VTT pour pouvoir jouer à Fate». Et tranquillement, ça a commencé à grandir à plus comme, ben, maintenant tu peux pas juste jouer à Fate, tu peux jouer à tout. Tu peux jouer à D&D, tu peux jouer à Blades in the Dark, puis comme j'ai comme commencé à faire grandir l'application de plus en plus, éventuellement l'application s'est comme séparée en 2. Il y a eu le Mmh. site Fari App et le site Fari Community, qui est, un site qui permet de comme lire des, documents de référence système qui sont libres de droit, comme mettons le document de référence système de Blades in the Dark Mmh. ou, Mmh. même celui de, 24XX ou même Breathless et cetera. Il y en a comme une cinquantaine qui sont là maintenant. Puis, à partir de là, je me suis dit: «Si je suis capable de faire mon 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 propre VTT, ben, je suis sûrement capable de faire mon propre jeu». Fait que je jouais beaucoup à Fate. Éventuellement, j'ai commencé à lire beaucoup les jeux qui étaient Forged in the Dark, puis Blades in the Mmh. Dark et tout et tout. J'ai commencé à beaucoup aimer justement les systèmes avec des pools de D6. J'ai commencé à vouloir introduire ça avec mon groupe, mais on jouait à Fate, donc on voulait un système générique. Fait que je me suis dit: Mmh. «Je me demande si je pourrais pas prendre des idées de Blades in the Dark, les mixer avec des idées de Fate, puis créer Mmh. mon propre truc». Je savais pas comment faire de la mise en page, de la publication, rien de ça. J'avais genre v'là 2-3 ans, là, comme rien de ça, aucune idée. Puis, fait que mais je savais comment faire des sites web. Je savais comment faire du markdown, je savais comment faire HTML, CSS, JavaScript et tout. Fait que je me suis dit: «Ben, je vais me faire un site web pour héberger mon jeu parce que je sais pas comment faire de la mise en page avec, Publisher». Donc Bien sûr. j'ai fait mon site, je l'ai publié, puis tranquillement, comme le jeu commence à gagner en popularité,
Puis à partir de là, ben, j'ai commencé à comme apprendre à faire de la mise en page, originalement avec, Canva. Éventuellement, j'ai migré à utiliser Affinity Publisher. Puis comme quelques années plus tard, Mmh. on est là où maintenant, là, comme tous mes jeux, maintenant, je les fais sous forme PDF, je les publie, je les imprime, je les distribue et tout et tout. Mais ça a commencé comme ça. Ça a commencé avec une application qui a gagné Mmh. comme, tu sais, on avait peut-être comme 5000 utilisateurs à son apogée. Là, maintenant, l'application est en mode maintenance. Mmh. J'ai décidé de un peu comme tirer la plug sur l'application parce qu'il y avait des comportements un peu toxiques parce que l'application était elle-même gratuite et open Mmh. source. Et ça venait avec certains désavantages, disons ça comme ça. Donc Ouais, j'ai dit, moi, j'aimerais me focuser beaucoup plus sur la publication de jeux que la maintenance de cette application qui ne m'apporte plus de joie. Donc j'ai tiré la plug, j'ai commencé à investir beaucoup plus dans tout ce qui est ouais, la conception ou même comme interagir avec la communauté, créer des tutoriels sur YouTube et des choses comme ça. ouais. Parce que du coup, est-ce que tu as suivi des formations particulières ou quelque chose comme ça pour devenir game designer ou c'était vraiment C'est quoi l'expression fake it till you make it? Fait que c'est un peu ça, tu sais. Dans le sens, je crois que souvent, tu sais, on se met beaucoup de barrières. Je pense que les plus grandes barrières qui sont dans nos vies, c'est des barrières qu'on se met nous-mêmes, surtout par rapport à, tu sais, à la mmh, création, tu sais, la création d'art et des choses comme ça. Fait que je me suis dit: «S'il y a plein de gens qui sont capables de faire des jeux, je vois pas pourquoi moi je serais pas capable». Puis comme un des premiers trucs que je me suis dit quand j'ai publié comme mon jeu, même si comme personne y jouait à part moi, puis éventuellement il y a eu une personne, puis après 2, puis après 3 et tout, mais comme mmh, originalement je me suis dit: «J'ai publié le truc, il est terminé, je suis un game designer». C'est comme ça a été la première étape, tu sais. Puis à partir de là, je suis quelqu'un qui est très autodidacte, puis mmh, veux pas même en développement logiciel, c'est quelque chose qu'on est un peu comme obligé à ouais, faire, tu sais, c'est se ouais, garder au ouais, courant ouais. des nouvelles pratiques, nouvelles technologies et Mmh tout. mh. Donc, j'ai vraiment comme tout appris comme tout ce qui est comme mise en page, puis publication, j'ai tout appris ça à bras. Pas suivi de formation particulièrement, là, j'ai beaucoup comme, ma technique préférée, c'est de prendre du spaghetti puis la pitcher sur mon écran, hein, la lancer sur mon écran jusqu'à temps que je vois quelque chose qui colle. Fait que souvent c'est comme ça, puis c'est encore comme ça que je travaille, tu sais, j'ai autant côté Ouais, mécanique que côté création de logo. C'est juste j'essaie des trucs, puis il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui marchent pas, mais ouais. l'important c'est de finir puis de continuer. Ouais, parce que tu travailles tout seul ou tu as des collaborateurs? Principalement seul, mais on commence à avoir en fait, ça dépend. Il y a des Je travaille principalement avec 2 personnes. Je travaille Mmh. avec, un illustrateur qui s'appelle Galen Peugeot qui vit, aux États-Unis, Mmh mh. qui c'est lui qui a fait l'art pour Firelight, Stoneburner, Nomadic, Mmh. même Songs and Sagas, puis même la future édition de Songs and Sagas qui va être plus grande puis qui va être un livre plutôt que juste un petit pamphlet. Donc c'est lui qui fait l'art. C'est devenu un très, Mmh. très bon ami, comme c'est vraiment un être humain incroyable. Puis, les mêmes qualités vont pour mon éditeur. Donc je travaille beaucoup avec, Éric Lazur, qui est un, franco-québécois là, qui vit, pas très loin d'ici, à quelques trentaines de kilomètres au nord de chez moi. Même si Ouais. je ne l'ai jamais rencontré, mais c'est ça, tu sais, Eric, pendant la campagne de Stoneburner, m'avait écrit, il me dit: «Ah, tu sais, est-ce que tu serais intéressé à avoir un éditeur?» Puis j'avais des mauvaises expériences avec des éditeurs par le passé. Puis après ça, j'ai, commencé à comme, tu sais, plus communiquer avec Eric, commencer à travailler avec lui, puis on travaille vraiment bien les 3 ensemble, donc on est un peu Mmh. comme un trio, pour tous les nouveaux projets maintenant quand comme Fari RPG commence un Mmh. nouveau projet, beh, j'en parle toujours avec Galen puis avec Eric pour avoir leur opinion, puis voir dans quelle direction on va s'en aller. Ouais et donc ça reste quand même tu n'es que tu es l'auteur principal, enfin le game designer principal, ouais. Oui, mais on commence à comme c'est, on commence à voir comment qu'on peut changer ça. Donc je pense que Mmh. comme, tu sais, la façon dont on structure nos projets, c'est que comme chaque projet a un lead designer, c'est la personne qui va être en charge un peu de la vision globale du projet. Mmh mh. Traditionnellement, ça a toujours été moi parce que j'étais seul. Avant d'avoir un Ouais. artiste, je trouvais de l'art sur internet, je le photobashais, je le modifiais, je m'arrangeais pour avoir de l'art de la façon que je pouvais, tu sais. Mais là, maintenant, tu sais, Galen et Eric, eux-mêmes sont des game designers dans l'espace, Mmh. dans la communauté et tout. Donc, eux aussi ont des idées, puis ils commencent à, comme, tu sais, on commence à discuter de voir, ben, peut-être qu'on pourrait tout publier sous la même bannière. Donc, il y a un jeu sur lequel on travaille en ce moment qui s'appelle Star Freighter, qui va être une- un successeur un peu à Stoneburner, mais ça Mmh. va être Galen qui va être le lead designer. Je risque de m'occuper de la mise en page, Eric risque de s'occuper de l'édition, mais Galen va être vraiment la personne qui va être comme en avant puis qui va décider de comme ce à quoi le jeu va ressembler. Mmh.
Parce que d'ailleurs, c'est aussi rigolo est-ce que même pour Starfighter, du coup, est-ce qu'il y aura vous allez reprendre l'un des mêmes systèmes de jeu existants ou vous allez repartir sur un truc tout nouveau? Sans vouloir trop divulgacher, bien sûr, hein, mais On va ça va se baser sur Breathless, ouais. mais on va prendre Breathless puis on va le tweaker un petit peu pour l'amener dans des directions disons surprenantes. On veut que ce soit un jeu qui va avoir beaucoup d'interactions physiques. C'est un aspect qu'on aimait beaucoup avec Stoneburner. Mmh. Donc Stoneburner, tu sais, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu où tous les joueurs sont des nains et qui explorent des, mines hantées dans des astéroïdes, des mines remplies de démons. Puis comme les joueurs sont tous des nains qui ont hérité de cette mine-là parce qu'ils ont un arrière-grand-oncle qui est décédé, puis c'est les seuls héritiers. Hem, puis dans ce jeu-là, tu sais, il y a une mécanique où on peut créer son donjon, où on Mmh. lance, tu sais, un paquet de dés sur une feuille de Yes. papier, puis on utilise la position et les chiffres sur les dés pour nous aider à dessiner ce à quoi le donjon a l'air, ce à quoi la mine ressemble. Puis on aimait beaucoup l'aspect physique que ça avait de comme, tu sais, dessiner puis d'utiliser la position des dés pour déterminer comme la position des choses dans le jeu. Donc Starfighter va beaucoup, beaucoup comme jouer là-dessus, ou comme ça va être beaucoup de batailles spatiales, puis on veut utiliser les dés comme étant quasiment des tokens pour représenter les vaisseaux qui se promènent sur une grille et tout. Donc on veut beaucoup jouer avec ça. Galen a des idées complètement folles, qui, dans un bon sens, mais c'est ça, là, ça risque d'être ça risque de beaucoup tourner autour de ça. Ouais. Mais c'est assez rigolo j'ai l'impression d'avoir de plus en plus comme ce que tu as fait avec Songs and Saga avec les cartes, hein, le fait de partir plus loin que le traditionnel dé. Alors pareil pour ceux qui ne connaissent pas, donc Songs and Saga va utiliser un système OSR, et ça on y reviendra plus tard parce que j'ai envie de parler de ça aussi, mais avec la petite particularité d'avoir des cartes à jouer qui sont utilisées pour pas mal de choses, donc notamment pour définir déjà les attributs des personnages, pour aussi définir pendant une interaction, avoir euh, l'opinion des personnages non joueurs, pour aussi la difficulté de certaines actions, etc. Donc les cartes font vraiment une partie intégrante du jeu. Et j'ai l'impression de voir de plus en plus de jeux qui essaient d'avoir autre chose que les dés. Enfin, je sais pas si c'est quelque chose que tu as vu ou toi de ton côté. Ben, tu sais, je pense que c'est un des trucs qui est beau dans le médium, c'est de voir, tu sais, puis surtout comme dans le développement indépendant, tu sais, c'est sûr que comme des gens comme Wizards of the Coast ou Magpie Mm. Games, ou comme, tu sais, ça va être des plus gros studios qui vont arriver puis qui vont dire, bon, on va faire un jeu traditionnel avec un D20, ou on va faire un jeu Powered by Mm. the Apocalypse avec 2D6, puis on va pas prendre d'énormes risques, tu sais. Mais quand c'est des Yeah. plus petits jeux faits par des plus petits studios, ben, on peut prendre des risques et essayer de voir jusqu'à où on peut pousser le médium, parce qu'il y a toujours de quoi de nouveau à explorer. Puis un des exemples qui m'avait beaucoup surpris dans le temps, c'était le jeu de Wretched, par Chris Bessette, si je me rappelle bien, de Mm. The Room, mais en gros, c'est un jeu de il appelle ça solo journaling. Fait qu'en gros, comme Mhm. tu joues seul et tu utilises je crois que tu joues seulement avec 2d6, un Mhm. paquet de cartes et une tour de Jenga. Fait qu'une tour avec des petits blocs Oh de bois. oui, oui. Puis c'est un jeu qui est beaucoup inspiré par Alien, où tu es seul, tu es le seul survivant dans un vaisseau spatial, tout ton équipage est mort, et tu as une créature qui essaie de rentrer à l'intérieur de la carlingue du vaisseau, et tu utilises comme des dés pour savoir comment ton personnage comme, tu sais, fait face au danger, Mhm. et tu utilises des cartes, mais les cartes, chaque carte, il y a 52 cartes dans un paquet, donc chaque carte représente une prompt narrative, une petite explication de c'est comme l'alien fessie où Mm. tu commences à manquer d'air ou quoi que ce soit, tout pour comme augmenter le drame dans l'histoire. Puis Mhm. certaines cartes ou certaines actions dans le jeu vont littéralement te dire: prends une des pièces de la tour de bois, et si la tour de bois tombe à n'importe quel moment dans le jeu, ton personnage est mort. J'ai lu ce jeu, puis ce jeu doit faire comme moins d'une trentaine de pages, moins d'une quarantaine de pages, quelque chose comme ça, Mhm. et c'était juste brillant parce que c'était comme, il y avait des mécaniques intéressantes, c'était non traditionnel, puis ça renforçait énormément les thèmes que le monde du jeu cherchait à mettre de l'avant. Et je trouvais quelque chose, j'ai vraiment été surpris parce que c'était quelque chose qui était, c'est ça, non traditionnel, puis juste vraiment bien fait. Et à partir de là, mais c'est pas toutes les idées comme ça qui vont bien marcher, mais Mhm. d'expérimenter puis de voir qu'est-ce qui, encore, tu sais, qu'est-ce qui colle lorsque tu le pitches à ton écran, Ouais. mais
ça peut être une bonne chose. Ouais. Parce que cette histoire de tower de Jenga, enfin, pardon, de tour de Jenga, j'avais vu ça dans un autre jeu, je me souviens plus lequel, mais effectivement, c'était que le système de résolution principal, c'était basé sur cette tour de Jenga. C'était même un jeu qui était c'était pas un solo journaling, mais à chaque fois que tu faisais une action qui était risquée, bah, tu retirais un bloc de la tour, et quand ça C'est tombait, pas bah... Dread. Oh, Parce c'est qu'il y a, peut-être ça. il me Peut-être semble, ça. je suis plus certain, Ouais. il me semble que c'est Dread le nom du jeu. Il y a un jeu qui fait ça, là, mais ouais. Mais c'est... Quand j'ai lu ça, au début, j'étais un peu en mode, ah, mais c'est un gadget, enfin, hein. Mais au final, tu te dis, bah, c'est pas de l'aléatoire. Donc pour certaines personnes, c'est parfait, parce que certaines personnes n'aiment pas l'aléatoire. Mais quand même, c'est suffisamment incertain pour que ça soit, qu'il y ait de la tension. Et rien de mieux d'ajouter la tension que d'avoir la tour qui se défait au fur et à mesure. Donc ouais, ouais, c'est brillant, c'est expérimental, comme tu as dit. Donc, Ouais, euh, c'est comme Ten Candles, où tu as ah des ouais, chandelles, tu sais, qui s'éteignent au fur et à mesure que la partie avance et tout, puis qui sont connectés avec ton lot de dés. Ce genre de trucs-là sont super le fun. ouais. Parce que, alors, j'ai rien contre les jeux plus traditionnels, hein, ils ont tous Ouais. leur... J'ai joué suffisamment à D&D 3.5, puis la 5 un petit peu, puis à Pathfinder et tout ça. Suffisamment à des jeux des 2D6 pour que... ouais. Mais c'est vrai que des jeux qui sortent un peu de l'ordinaire, ben ça fait plaisir à voir. Donc, Ouais. parce que... ça serait quoi la mécanique la plus récente enfin, une mécanique que tu trouves super cool, que tu as vue récemment? Oh, ça c'est une bonne question. Ça, Ou c'est une genre, très la très bonne question. mécanique que tu aurais dit, ah, j'aurais bien aimé y penser. Hmm. Je, je crois que comme tu sais, c'est pas si récent que ça, c'est là comme quelques mois quand même, mais comme j'avais lu un des jeux qui utilise le Year Zero Engine de Free Mhm. League, Ouais, qui est un engin très populaire, mais j'avais une coupe de livres, mais j'avais jamais pris le temps de les lire, tu sais, les Forbidden ouais. Lands, Tales from the Ah, Loop, yes. etc. Puis je pense que j'avais commencé à lire Coriolis l'autre jour. Mhm. Puis en lisant, tu sais, j'ai commencé. Non, c'est Vaesen. J'avais commencé à lire Vaesen. Puis en lisant Vaesen, il y avait comme justement, c'est la mécanique principale de dire comme, ben, comme plus tu as des avantages dans le jeu, plus tu roules de D6, puis chaque Mm. 6 est un succès. Puis dépendant du nombre de succès que tu as, ben ça peut soit comme. Ça peut être considéré comme des. Tu peux utiliser le nombre de succès Mm. comme comme, admettons, pour l'attaque. Admettons que tu essaies Mm. d'attaquer quelqu'un, puis tu roules 5 D6, puis qu'il y a 4 de ces dés-là qui tombent sur un 6, ben, ça te donne 4 hits. Puis avec ces 4 hits-là, ça te donne 4 points de dommage. Puis comme cette espèce de lien-là, il retire 100% la mathématique de la chose. Puis c'est juste comme regarde le nombre de 6 que tu as sur la table, puis c'est le Mhm. nombre de points de dommages que tu vas faire. C'est quelque Ouais. chose qui est simple et qui est brillant. Le problème avec comme cette mécanique-là particulière, c'est que comme les dés, il faut vraiment que tu en roules beaucoup pour comme avoir un bon range de dommages, mettons des 8 puis des 9 dés à la fois, puis même encore là, il y a des chances que tu n'en aies pas. La distribution comme statistique des dés est pas quelque chose que je trouve agréable pour y avoir joué. Comme je m'attendais à plus. Je m'attendais à plus. Mm. Mais je trouvais que comme sur papier, le principe était bien parce que ça retirait 100% de la mathématique de la chose. C'est juste comme, fais juste regarder la table, ça va te dire le nombre de points de dégâts que tu vas faire. Puis Ouais. ça, c'est quelque chose que je trouvais très brillant. Ouais. Mais c'est vrai que, bah, un peu dans ce même style, tu vas voir les jeux qui sont un peu plus généreux, comme les Torchbearers et d'autres comme ça dans ce style, où tu as ou Burning Wheel aussi, qui sont sur 4 5 6 pour un succès. Ou là, Mhm. ou même encore plus bourrin, t'avais un jeu qui est basé sur l'univers de Warhammer 40 000, qui s'appelle Wrath and Glory, où là, tu as un succès sur 4 5 6 et sauf sur un 6 tu as un double succès. Et tu lances en plus des pelletés de dés, tu peux aller jusqu'à 12 D6 à lancer. Et donc, ce qui fait que tu vas faire beaucoup, beaucoup de succès et tu peux faire plein de trucs avec. Donc, ça te donne un côté un peu bourrin à la chose, parce que chaque dé en plus, c'est des dégâts en plus. Donc... Mais c'est vrai que c'est assez rigolo comme mécanique. Parce que... Ouais. Et toi, c'est quoi tes méthodes pour démarrer? Genre,
tu es en train de créer un nouveau jeu, tu es devant ta page blanche. Comment tu démarres? C'est quoi ton secret? Révèle-nous tout. C'est quoi la sauce secrète, ouais. Hem, ça va vraiment dépendre. Il y a 2 façons dont je vais commencer un projet. C'est soit je vais y aller comme en partant par la mécanique, Mmh. puis après ça, essayer de trouver comme un monde ou un univers qui va bien marcher avec cette mécanique-là, ou je vais y aller avec l'univers en premier, puis après ça, je vais essayer de trouver des mécaniques qui renforcent cet univers-là. Mmh. Donc, dans les admettons, quand j'ai fait Stoneburner, le jeu avec les nains dans l'espace, ça a commencé avec comme juste une idée. Comme moi qui envoie un message à 10 heures le soir à un de mes amis puis je lui dis juste comme: «Qu'est-ce que tu penses, comme si tous les joueurs c'était des nains dans l'espace puis qu'ils héritaient une mine et que la mine était hantée par des démons?» Tu sais, puis qu'il faut qu'ils rebâtissent leur village, tu sais, leur village minier. Puis, mon ami m'avait réécrit, il m'a dit comme ça: «C'est une idée en feu, tu sais, il faut que tu fasses quelque chose avec». Fait que j'ai commencé à faire comme juste un layout, j'avais même pas de mécanique, j'ai juste comme puis c'était juste du texte lorem ipsum sur une page, tu sais, j'ai juste commencé à mettre Mmh. des éléments et tout. J'avais partagé ça sur, Twitter, puis comme le post est devenu un peu viral, puis le monde a juste fait: «Ah, c'est vraiment cool, tu sais, l'idée est super bonne». Et à partir de là, je me suis dit: «Bon, il faut que je mette des mécaniques qui marchent avec ça, tu sais, comme où est-ce qu'on va?» Tu sais, on a un setting, tu sais, on a l'idée pour un monde, mais comme où est-ce qu'on va côté mécanique? Fait que, fait qu'à ce moment-là, tu sais, j'avais décidé d'y aller avec Breathless, puis d'avoir justement cette mécanique de comme chaque joueur a des caractéristiques qui s'épuisent au fur et à mesure dont Mmh. dont il avance dans l'histoire, puis je trouvais que ça marchait bien, tu sais, si c'est des gens qui explorent des mines au fur et à mesure, qui avancent dans les mines au fur et à mesure, ils vont être plus fatigués, puis plus il y a de fatigue, Mmh. plus il y a de drame, donc recréer cette espèce de boucle, une espèce de micro-boucle au niveau de comme toi qui est dans la mine et qui s'épuise et qui essaie de comme garder le dessus, puis éventuellement toi aussi qui est comme tellement impulsé qui doit sortir de la mine avec tout ton tes trésors puis qui les vendent pour être capable de rebâtir le village minier. Donc Mmh. c'était vraiment comme un exemple de comme j'ai eu une idée pour un monde, une idée complètement comme aléatoire qui est sortie de nulle part, juste comme ah, il me semble que ça serait drôle. Je pense que je jouais beaucoup à il y avait Ouais, je vois le jeu que tu veux Deep parler. Rock Galactic ou Dwarf Fortress, Yes, c'est trucs comme ça. ça. J'avais un trip de nain à ce moment-là, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que ça c'est comme une des façons. Une autre, c'est celle-là est plus compliquée. Celle-là est plus compliquée, mais quand je pars côté mécanique, puis que j'essaie de connecter un monde après, Songs and Sagas, c'est un bon exemple de ça. Parce Mmh. que Songs and Sagas, ça fait depuis novembre dernier que les mécaniques sont écrites, puis que je OK. savais pas quoi faire avec. Fait que je savais que c'était un jeu d'exploration, je savais que Mmh. les cartes allaient être utilisées comme un créateur de chaos dans le jeu, heu et comme puis que les joueurs allaient comme gagner des cartes au fur et à mesure dont ils jouaient, qu'ils allaient les brûler pour avoir certains spéciaux et tout. Je voulais vraiment avoir cette espèce de loop. Je savais que je voulais connecter ça avec l'OSR. J'avais déjà écrit tout le texte de l'engin de base. Théoriquement, le document de référence système aurait pu être publié comme en novembre dernier, tu sais. Mais il n'y OK. avait pas de jeu. Il n'y avait pas de monde. Là. Puis, j'en parlais avec Galen, j'en parlais avec Eric, mes collaborateurs, tu sais, puis on se disait que, ah, crime, on pourrait faire un truc avec des insectes samouraïs, tu sais, qui explorent un espèce de monde, tu sais, un truc complètement défoncé, là, tu sais. Puis il y a rien qui connectait. On va finir par le faire, ce jeu-là. Le jeu avec les insectes samouraïs, on a des Ouais, bonnes idées, puis ça va finir par se bah, faire. Mais c'était comme l'idée avec les insectes samouraïs, ça allait faire un jeu qui allait être trop gros, puis je voulais vraiment essayer de sortir quelque chose qui allait être sur une page ou 2 juste pour tester l'engin. Tester l'eau, savoir si elle est bonne. Fait que, il y a j'avais découvert à ce moment-là le jeu vidéo Kingdoms, Two Crowns yes. Northland. Yes, yes. Heu, J'avais commencé à jouer à ça avec ma femme, parce qu'il y a un mode Mmh. collaboratif et tout qui est vraiment, vraiment sympathique. Puis, j'ai commencé à beaucoup écouter la musique du jeu, puis à jouer au jeu et tout, puis j'ai comme fait: «Ah, mais ça, on pourrait peut-être faire quelque chose avec des Vikings», tu sais? Puis je venais tout juste d'écouter la série Scavenger's Reign aussi, qui était sortie sur HBO à l'époque. Puis, une des façons dont j'aime créer mes univers, c'est en commençant avec une base stable, c'est-à-dire prendre 2 trucs que j'aime, je les mixe ensemble, puis je regarde où est-ce que ça me mène. Donc à ce moment-là, ça a vraiment été: qu'est-ce qui arrive si je prends des Vikings, je les fais quitter leur planète, ils traversent un portail, puis ils sont maintenant comme téléportés sur une autre planète avec un biome, une flore comme 100% différente qui est complètement alien pour eux. Puis je viens rajouter des touches de magie, puis d'arcane, puis d'anciennes civilisations là-dedans. Fait que
c'est comme ça que le setting de Songs and Sagas a Mmh. été créé. Mais originalement, c'était juste des mécaniques, mais je voulais comme, ben, comment je peux faire quelque chose qui est dangereux, qui est axé sur l'exploration, puis que comme les gens, ils savent pas à quoi ressemble cette planète-là, fait qu'il faut que les Vikings, les guerriers du Nord soient capables de comme juste explorer quelque chose qu'ils n'ont jamais découvert encore. Ouais. Et donc j'avais raison. Ah, parce que justement, c'était assez rigolo parce que quand on a fait notre partie, on a fait une partie avec les camarades d'entre-rôlistes et ils avaient été surpris parce que moi, en fait, j'ai pris ça exactement, j'ai décrit exactement ce que tu m'as dit. Et pareil, Scavenger Reigns, une excellente série sur Netflix en ce moment, allez la voir, elle est géniale. Ouais, Et bah, moi, j'avais décrit ça de la même manière avec le côté où j'avais mis des créatures avec quatre ailes dont on ne pouvait pas distinguer le devant du derrière parce que trop bizarre, ouais. avec plein de trucs bizarres. Et bah, mes joueurs avaient été un peu surpris parce qu'ils me disaient ah ouais, tiens, c'est marrant, on s'attendait plus à un truc de viking quoi. Donc, pas des vikings avec Stargate, hein. Donc ouais, donc c'est c'est intéressant du coup d'être sur la même longueur d'onde. Et donc, aussi autre chose pour Songs and Saga. Parce que c'est pas mal OSR au final. Est-ce que tu t'es inspiré d'anciens jeux ou pour cette mécanique-là? Parce que les. Bon, après, là, c'est des D20, donc D20 et caractéristiques, c'est assez classique. Mais, parce que d'ailleurs, OSR, est-ce que tu peux nous définir c'est quoi l'OSR? Oh, c'est ça, tu me lances la grosse balle, là, tu N'est-ce pas? N'est-ce sais. pas? Ouais, je vais y aller du mieux. Je suis pas un Vas-y, expert en termes de vas-y. définition Wikipédia de l'OSR, mais je vais y aller au mieux de mes connaissances. Mais la façon dont je le mettrais comme in a nutshell, ça Mhm, serait vraiment que le mouvement OSR est quelque chose qui est principalement inspiré dans la façon dont on jouait à des jeux de rôle dans les années 70. C'est-à-dire comme quelque chose qui est euh, c'est beaucoup comme qui tourne beaucoup autour du D20, comme en termes de, tu sais, mhm, D20 plus modificateur, essayer de battre quelque chose ou de rouler un D20 puis essayer d'aller en dessous de quelque chose. mhm, Puis ça tourne aussi beaucoup autour des jeux où les joueurs ne sont pas originalement comme le centre du monde, ils sont une partie du monde, puis le monde est grand et compliqué, puis c'est comme, tu sais, c'est pas comme une histoire comme dans Fate Core, justement, où comme, tu sais, t'es vraiment les héros, tu sais, tu es ouais. les Spider-Man et les Superman qui vont sauver New York, quoi que ce soit. Non, c'est juste le monde est compliqué, puis toi, tu vis à l'intérieur de ça. Puis t'es aussi comme quelqu'un qui peut facilement se faire tuer. C'est des jeux qui sont mortels, comme où tu commences le jeu avec une feuille de personnage et c'est très possible que comme le maître du jeu te demande de t'en faire deux, trois en backup au cas où ton personnage il meurt, tu sais. Fait que Mhm, c'est des jeux qui sont deadly, qui ont un sentiment un peu comme traditionnel. Euh, puis ça, c'est ça. C'est beaucoup comme tu sais, le mouvement OSR puis le mouvement NSR aussi, parce que le OSR, c'est le Old School Renaissance ou Old mhm, School Revolution. Puis là, t'as comme le New School Revolution qui essaie de comme, tu sais, se tasser un peu à droite puis d'essayer des choses avec des mondes un peu plus weird, moins juste comme ah, c'est mhm, juste un monde fantasy ou un monde dark, quoi que ce soit. Le NSR essaie beaucoup des trucs comme ah, ben, t'es une gang de petites souris dans un monde de grands comme Mouse Ritter. Mais c'est ça, tu sais, en termes de jeu OSR, c'est un des grands exemples. Tu sais, celui-là, je le considère comme un peu NSR, un peu OSR. Là, tu sais, il n'y a comme pas mhm. de ligne très bien définie, à mon Ouais, avis, mais Morkborg en est un. Tu sais, qui a un gros feeling comme ouais, traditionnel, qui est ouais. très deadly. Puis tu sais, t'as comme des jeux comme Knave, Cairn, Mouse Ritter, Into the Odd, qui sont comme beaucoup dans le mouvement Mhm, NSR. Mais c'est ça, en termes de comme, tu sais, inspiration, Songs and Sagas est comme très inspiré par Morkborg et très inspiré par Mouse Ritter. Je trouve que comme le, mhm, le travail comme que les gens de Free League euh, ils ont fait sur Morkborg est comme très, très impressionnant. C'est comme tout un jeu qui est difficile à lire parce que sa mise en page est chaotique, mais c'est un jeu qui est comme qui est vraiment qui est très impressionnant, mais c'est ça. Puis il y a Mouse Rider aussi de Isaac Williams mhm, qui est gratuit sur Itch. Il vaut vraiment, vraiment la peine, vraiment une perle ce jeu-là. Mais c'est ça, originalement, à l'époque, je jouais beaucoup à Pirate Borg avec mes amis. Puis mhm. Songs in Saga, c'est comme un peu parti de là, de moi qui jouais avec mes amis à Pirate Borg, puis qui s'est dit ah, je pense que j'aimerais changer ça, j'aimerais changer ça, j'aimerais changer Ouais, ça. Et éventuellement, fini par créer mon propre truc. ouais, mais c'est. Parce que c'est marrant que tu évoques NSR, parce que pour être honnête, NSR et OSR pour moi c'était plus ou moins la même chose. Enfin, un peu dans la même vague idée de. On essaie de faire quelque chose qui est de différent déjà.
même si, bah, au final alors, ça va te faire quelque chose de différent avec de l'ancien. Qu'est-ce que c'est vraiment différent? Mais du coup, est-ce que tu penses que ça a ajouté des contraintes à ton idée de mécanique? Oui, parce que comme je pense que les quand quelqu'un voit un jeu qui est surtout qui a du marketing, qui dit que c'est un jeu qui est OSR ou qui est un jeu qui Mmh. est NSR, quoi que ce soit, les gens s'attendent à avoir un certain format. Tu sais? Ouais. Ils s'attendent pas à avoir trop des trucs qui vont venir, changer leur habitude. Tu sais, quand tu lis un jeu OSR, habituellement, si tu en as lu un, tu les as pas mal toutes lus. Il va peut-être avoir Ouais. des mécaniques un petit peu uniques, Mmh. mais la base est quand même assez stable, puis après ça, c'est juste comme un monde qui vient se rajouter Mmh. par-dessus. Fait comme si tu as lu Into the Odd, tu lis Mouse Rider, puis tu te dis: «Ah ben, c'est pas mal là, mais il y a des petites mécaniques de plus à gauche, à droite, ou il y a un petit Ouais. truc spécial par rapport à comment l'inventaire est géré», tu sais? Hum, donc dans mon cas, je voulais pas juste faire de quoi d'OSR parce que j'aime ça, comme justement essayer de pousser les limites au niveau comme mécanique, puis d'essayer de créer quelque chose qui était comme juste différent, voir si ça allait Mmh. fonctionner comme dans le cas de Songs and Sagas, là où je diverge pas mal par rapport aux mécaniques OSR, c'est premièrement à l'inclusion des cartes dans beaucoup des mécaniques de jeu. Donc Mmh. dans Songs and Sagas, il y a un paquet de cartes au milieu de la table et lorsque comme les joueurs rentrent dans une région du monde, ils doivent piger un certain nombre de cartes. Puis dépendant pardon, chaque région du monde est associée à un rating. Puis ce rating-là détermine le nombre de cartes que les gens vont piger lorsqu'ils vont faire des jets de dés. Donc Mmh. si, admettons, on est dans une région où le rating est un rating de 2, donc si j'essaie de faire un jet de dés, je vais devoir piger 2 cartes. Puis pour chaque carte noire, la difficulté du jet de dés va être augmentée. Donc, puis si je réussis mon jet de dés, ben je peux prendre une des cartes qui a été pigée et la rajouter à ma main. Mais je dois toujours prioriser les cartes rouges par rapport aux cartes noires. Donc ça crée une espèce de balance où les gens pigent des cartes, ils font des jets de dés, puis les jets de dés peuvent avoir cette espèce de facteur de chaos-là qui va comme augmenter la difficulté. Puis après, un coup que comme si les gens réussissent puis qu'ils commencent à avoir beaucoup de cartes rouges dans leurs mains, mais ça veut dire que le paquet de cartes lui-même commence à être de plus en plus fait de cartes noires, ce qui veut dire que Mmh. les jets de dés dans le futur vont être plus difficiles. Donc ça encourage les gens à brûler les cartes qu'ils ont dans leurs mains pour avoir leur pouvoir, mais aussi pour rétablir le pourcentage de chances d'avoir des cartes rouges dans le paquet de cartes. Fait que ça, Mmh. c'est un truc comme, tu sais, c'est rare qu'on voit des jeux OSR ou NSR qui utilisent des cartes. Puis, fait que comme ça, c'est comme un des premiers trucs vraiment comme divergés. Le deuxième, c'est vraiment par rapport à la balance du contrôle narratif. Mmh. Donc, habituellement, dans les jeux OSR ou NSR, le GM est un maître des règles. Mmh. Et lorsque les joueurs font quelque chose, ben, le GM va dire si c'est possible ou pas, mais c'est beaucoup comme le GM qui va guider l'histoire. C'est très différent par rapport au jeu à la Blades in the Dark ou le Powered by the Apocalypse. Les joueurs ont un contrôle narratif beaucoup plus grand où ils peuvent Mmh. comme juste dire qu'est-ce qu'ils font, puis ça va affecter la fiction. Hem, puis mais c'est ça, donc j'ai vraiment comme je voulais essayer de mélanger un peu certains des concepts des story games, puis de les injecter dans de l'OSR, ce qui est pas quelque chose qu'on voit de façon traditionnelle. Comme par exemple dans la mécanique principale de Songs and Sagas, lorsque tu réussis un jet de dés pour vaincre le danger ou un risque ou quoi que ce soit, le joueur gagne le contrôle narratif. Dans les règles, Mmh. c'est écrit: «Tu narres qu'est-ce qui va se passer». Comme c'est toi qui as le contrôle de la fiction et non le GM. T'sais, mais dans le cas contraire, c'est le GM qui a le contrôle de la fiction et non toi. Mais si tu veux, tu peux brûler une carte pour regagner le contrôle de la fiction. Donc c'est vraiment comme cette espèce de comme partie de ping-pong là pour savoir c'est qui a le contrôle de comme dans quelle direction l'histoire va s'en aller, plutôt de juste comme ah ben j'ai eu un 18 GM, qu'est-ce qui se passe? T'sais. Mmh. Ouais. Et d'ailleurs, cette idée cette idée de carte, je trouve c'est l'une des idées que je trouve qui est brillante, dans le sens où ça permet d'avoir un contrôle, pas un contrôle, mais une répartition de la gestion de l'attention plutôt, gestion de la tension du jeu, du drame, bah, qui se fait de façon assez naturelle en quelque sorte, puisqu'effectivement, et ben, au fur et à mesure que les personnages ils accumulent des cartes rouges, bah, effectivement tu as le, le danger en fait du monde qui va augmenter puisqu'il y aura plus de cartes, hein. Ça t'est venu de quelque part ce système-là? Oh, l'idée originale, c'est comme c'est pas quelque chose que j'ai lu dans un autre livre. Ça, c'est quelque chose que j'ai créé moi-même, mais c'est une mécanique que j'ai essayé d'implémenter à plusieurs reprises. Puis
l'idée originale, c'est que lorsqu'il y a un jeu avec, ce qu'on appelle une meta currency, donc Mmh. une monnaie d'échange au niveau de comme, ah, ben, tu sais, lorsque tu fais tel truc, tu gagnes des points, puis tu peux dépenser ces points-là pour faire d'autres trucs cool. Mmh. Hem, Ce qui est le problème habituellement avec les meta-currencies, c'est que comme les gens peuvent facilement faire du hoarding, garder la meta-currency à eux et ne jamais la dépenser parce qu'ils ont peur, puis c'est leur petite ressource, ils font leur petit Bien gobelin, sûr. puis ils veulent garder le truc dans leurs mains, tu sais. Puis ça, c'est juste quelque chose qui est dommage. C'est dommage parce que comme s'ils pouvaient la dépenser, ça ferait avancer l'histoire dans des directions plus intéressantes, dans des directions plus épiques. Tu sais. C'est Mmh mh. surtout si tu capable d'activer des pouvoirs spéciaux avec cette monnaie d'échange-là. Mmh. Donc, autant avec Charge qu'avec quel autre jeu où j'ai mis. J'avais fait un jeu qui s'appelle Hopes and Dreams aussi, qui a un concept similaire, où lorsque tu réussis une action, le jeu te récompense en te donnant comme cette monnaie d'échange-là, ce point-là, appelle-le comme tu Mmh. veux. Mais dans ces jeux-là, la façon dont j'encourageais les joueurs à la dépenser, c'est en la donnant régulièrement. Mmh mh. Comme j'ai juste comme, ben, aie pas peur de la dépenser parce que tu vas en avoir. Continue à prendre des risques. Puis le jeu va te donner comme cette monnaie d'échange-là, puis fais juste continuer à la brûler parce que ça sert à rien que tu la gardes. Comme tu Mmh. vas la perdre à la fin de la partie ou quoi que ce soit, mais c'est comme, fais juste comme la dépenser parce que je vais t'en redonner. Puis Songs in Saga, c'est un peu la même chose. Les actions réussies sont récompensées avec des cartes que tu peux brûler pour faire des choses, mais au lieu d'y aller avec une approche «positive» entre guillemets, où oui, je vais t'en donner souvent, mais là, j'y vais avec une approche qui est un petit peu plus punitive, où si tu les gardes, ça va pas bien aller. Puis juste comme dire ça à ces joueurs au début de la partie, ça les encourage vraiment à comme Mmh. brûler les cartes, puis remettre les cartes rouges dans le paquet plutôt que comme les garder dans leurs mains. Mmh. Et ça marche bien, hein, parce que même là, au cours de la partie, j'avais bien remarqué que les joueurs, ben, assez rapidement, ils étaient: «Ah ouais, non, il faut que tu brûles la carte là, faut qu'on se remette du Mmh. rouge dans le paquet». Donc ouais, non, ça marche bien. Donc ouais, idée brillante. Parce que Qui parce aurait que cru au que punir les gens pour leur, mauvais comportement, là, ça aurait marché? C'est comme terrible, terrible, ouais. Parce que un autre truc aussi, une autre contrainte dans ce jeu-là, c'est qu'il y a 3 pages, du coup, dans Sungzen Saga, plus, allez, 2 si on rajoute le côté carte. C'est-à-dire qu'au final, on a un jeu sur 5 pages. C'était quoi la pourquoi tu es arrivé à cette contrainte de: «Allez, on va se faire que 5 pages»? parce que j'ai trop de projets en cours. Si c'est un peu comme lorsque je travaillais un peu après avoir terminé la campagne de Stoneburner, j'ai eu une Mmh mh. idée pour comme créer un jeu solo d'exploration inspiré par les jeux style Metroidvania. Fait que, tu sais, Mmh mh. Metroid Castlevania, Ori and the Blind Forest, des trucs comme ça, tu sais, Hollow Knight. Ah, mais ça serait le fun de faire un jeu de rôle solo qui est inspiré par ça, où tu fais une map, et tu fais une carte sur ta table en utilisant des cartes, encore des cartes, mais que les cartes sont positionnées puis que tu as un pion qui se promène sur les cartes et tout. Puis c'est comme, je me suis dit, ah, mais ça serait intéressant comme concept, tu sais. Mais j'étais déjà après créer un. Mon Kickstarter était terminé, puis je devais le terminer le plus rapidement possible. Je ne vais pas m'embarquer dans un autre projet. J'ai comme, tu sais, 1000 quelques personnes qui ont acheté mon jeu et qui s'attendent à recevoir leur beau livre physique, tu sais. Fait que faut que je termine le jeu, faut que j'envoie à l'imprimeur, j'envoie à mon distributeur. J'ai beaucoup trop de travail, tu sais, trop de pain sur la planche. Fait que je me suis dit: «Bon, ben, je vais, en bon français, je veux pas faire du scope creep. J'ai pas envie de comme rajouter trop de trucs, puis de faire de quoi de trop gros, puis me perdre, puis pas être capable de terminer mes autres projets que j'ai déjà commencés». Donc Ouais. je me suis dit: «Je vais en faire sur une page, une Mmh seule mh. page». Puis sur cette page-là, je vais m'arranger pour qu'il y aille le monde du jeu, comment jouer au jeu, toutes les règles, la feuille de personnage et des tables aléatoires. Fait que ça a fait un petit pamphlet plié en 3. Puis j'ai sorti le jeu, puis je me suis dit: «Bon, ben, parfait, c'est fini. Comme mon idée est terminée, je peux passer à autre chose». Finalement, le jeu a comme complètement explosé en popularité, ce qui est une très, très bonne chose. Mmh mh. Mais j'aime ça faire ça pour mes jeux parce que ça me permet justement de comme j'ai toujours habituellement un gros jeu sur lequel je travaille, puis des fois, j'ai ces petites idées-là où je me dis: «Je vais essayer de faire un petit jeu, puis je vais le faire fitter sur une page». Comme ça, je vais pas comme passer trop de temps sur cette idée, sur ce verre d'oreille qui m'est juste comme rentré dans la Ouais. tête, tu sais. Ah mais je vois tellement bien, ce dont tu parles parce que forcément des pro enfin le scope creep, j'ai aussi fait un petit peu de développement de jeux vidéo, hein, et pareil, tu as le même problème de comment on pourrait traduire ça en français?
de, scope creep en français. Ça serait genre, heu, Ouais, c'est heu, bah, genre la agrandissement charge de incontrô travail, perte de contrôle de ouais, la charge du travail, quelque chose quelque comme comme ça, je ça. sais pas là. Genre, perte de contrôle d'idées. Genre, tu as plein d'idées que tu Ouais, arrives pas à te concentrer sur juste une idée ou 2 et tu dis: «Ah bah tiens, il y a ça qui est cool. Ah mais il y a aussi ça qui est cool. Ah mais ça aussi qui est cool». ouais. Donc ouais, parce que et dans ces contraintes-là, c'est quoi le plus dur? Qu'est-ce que tu as regretté, enfin, regretté, peut-être un mot un peu fort, mais qu'est-ce qui t'a embêté le plus? Qu'est-ce que t quand tu as fait ces 3 cartes-là, tu dis: «Ah tiens, j'aimerais vraiment, vraiment mettre ça». Est-ce que tu as des éléments comme ça que tu as manqué dans ces 3 pages-là? Ah, tu sais, c'est beaucoup relié à la mise en page, tu sais, lorsque tu arrives puis comme Mmh. j'avais toutes mes notes écrites dans un Notion ou un Google Doc ou un Mmh. document Word ou quoi que ce soit, puis j'étais comme: «Bon, ben, je vais les prendre puis je vais les mettre en page». Là, je manque de place. Fait que là, c'est comme: «Bon, ben, on va réduire un peu la police d'écriture, puis on va comme jouer avec la mise en page un petit peu à gauche, à droite. Mmh. On va prendre cette phrase-là, puis on va l'enlever. On va prendre ces mots-là, puis on va l'enlever pour Ah! que la phrase, elle fitte». Fait que ça a été beaucoup de comme des fois, là, c'est aussi stupide que d'arriver puis comme faire: ce mot-là, il est trop. C'est genre, ou puis sans ce mot-là, la phrase ne fait pas de sens. Fait que je dois reprendre la phrase au complet et la réécrire parce que ce mot-là fait que comme il y a plus de place, puis ça brise la mise en page. Fait que c'est surtout ça Mmh. le gros défi, mais c'est une bonne chose parce que ça t'empêche de justement, tu sais, il y en a pas d'autre place, il y a pas d'autre place, il y a pas d'autre Ouais. page, tu as plus de place. Il faut que tu travailles avec ça. Il faut que tu travailles avec cette contrainte-là. Mais le plus difficile, tu sais, avec Sunset Saga, c'est que c'est un jeu qui était beaucoup plus compliqué côté règles que Firelight. Firelight, j'ai été capable relativement facilement de le faire fitter sur une seule page, mais avec Sunset Saga, il y avait beaucoup de choses. Fait que lorsque j'ai terminé Mmh. le jeu, j'ai comme fait OK, j'ai un beau système, mais j'ai pas de place pour décrire c'est quoi le monde. Tu sais, j'ai 3 phrases Mmh. qui parlent du monde qui sont très très vagues. Comment je peux faire pour rajouter encore plus de choses? Puis c'est là où j'ai comme fait OK, je vais me donner une seule autre page de plus. Une page. Recto verso. Sur cette page-là, il va y avoir une carte que les gens vont pouvoir remplir avec des Mmh. hexagones et tout. Puis sur l'autre, je vais m'arranger pour comme mettre le plus de tables aléatoires qui vont être comme évocatives puis qui vont comme pouvoir vraiment bien encapsuler c'est quoi le monde de Songs and Sagas. Parce que comme c'est un des trucs, tu sais, si les tables aléatoires sont vraiment un bel outil pour expliquer un monde Mmh. dans un format condensé. Si tu es Ouais. capable de publier un livre, tu peux comme vomir tous les mots que tu veux sur tes pages puis avoir comme, tu sais, vraiment bien expliqué toute l'histoire de ton monde et tout. Mais si tu as pas l'espace, les tables aléatoires, c'est vraiment pratique pour ça parce que Ouais. juste comme mettre une coupe de noms étranges de créatures, puis comme une coupe de description ou comme juste comme une table de c'est quoi le genre de trésor que les gens vont trouver dans ton monde, puis juste avoir des bons items pour mettre dans ces tables-là, ça peut vraiment donner une vibe différente au Mmh. niveau de jeu. Donc ouais, ça a été vraiment comme travailler beaucoup avec la mise en page, puis comme me donner un maximum de 2 pages au lieu d'une, avec beaucoup de tables aléatoires, là, ça a été comme un peu ma Mmh. solution, mais c'est vraiment un gros défi. C'est un défi que j'aime beaucoup, mais c'est Mmh. difficile. Ça fait très puzzle, en fait, de pouvoir tout Ouais, faire caser en un seul endroit. Parce que ouais, d'ailleurs, les tables aléatoires, c'est aussi un sujet que j'ai découvert relativement récemment avec, Iron Sword. Ce jeu de ouais, pareil, un jeu alors, si, de vikings aussi un petit peu, mais, un genre différent, mais qui est surtout un jeu qui est solo ou alors avec 2 joueurs et qui utilise beaucoup le système d'oracle. D'ailleurs, je crois ouais. que tu utilises le mot oracle dans ton ouais, tu utilises le mot Mmh. oracle. Donc c'est est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est quelque chose que tu as pris inspiration sur un truc déjà existant, les idées d'oracle? Ouais, 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 non, Iron IronSworn est un des jeux que je trouve qui est juste comme tellement bien écrit et tellement bien fait, Mmh. fait par Sean Tomkin, puis Mmh. même lui, un designer incroyable, si vous êtes capable de le suivre comme ça sur Twitter ou peu importe, là, avec le Twitter Ouais. Exodus, c'est rendu difficile, mais c'est vraiment un super designer. Mais oui, depuis mes premiers jeux solo, ou mon premier jeu solo, qui était Nomadic, qui était une version solo du système Breathless, j'ai été voir et j'ai été lire Ironsworn pour me dire, bon, c'est quoi un bon jeu solo? Parce que ce jeu-là, c'est probablement le meilleur jeu solo qui existe. Comme, Mmh. il est bien écrit, il est fait pour les groupes, les solos, ou même comme, tu sais,
comme sans GM et tout, il y a absolument de tout, mais qu'est-ce qui fait que cette formule-là est gagnante? Fait que c'est essayer de comme reverse engineer qu'est-ce qui a fait que Iron Sworn était si bien fait pour jouer Mmh. solo. C'est des concepts que j'applique, que j'ai appliqué autant dans Nomadic que dans Firelight que dans Stoneburner, qui est aussi un jeu qui est solo friendly, ou même dans Songs and Sagas. Ouais. Parce que, à ton avis, qu'est-ce qui fait, pourquoi ça marche bien les oracles, hein? Je crois que comme et quand tu joues en groupe, il y a toujours quelqu'un d'autre à la table qui peut essayer de comme remplir les blancs. Mmh. Fait que si tu arrives, tu dis comme moi souvent quand je joue avec mes groupes, je suis très paresseux à trouver le nom des NPC, tu sais, des PNG et tout, donc je demande à mes joueurs, je suis comme: «Bon, ben, tu sais, tu rencontres un tavernier, dis-moi c'est quoi son nom?» Puis je demande à mon autre joueur, je dis: «OK, à quoi il ressemble?» Tu sais, est-ce que c'est un gobelin ou c'est comme, tu sais, peu importe, tu sais? Mmh. Puis je donne beaucoup la responsabilité à tout le groupe pour essayer de créer le monde. Mais quand tu joues seul, toute cette responsabilité-là te tombe sur les épaules, puis ça devient très chargeant et très difficile quand il faut que tu prennes la décision pour absolument tout. C'est un peu la même chose Mmh. quand on roule des dés. Je veux dire, quand on roule des dés pour savoir si on réussit une action ou pas, on utilise un oracle. On utilise un oracle pour qu'il nous dise est-ce que tu réussis ou pas? Parce que tu n'as pas Mmh. envie de prendre la décision toi-même. Tu peux, tu sais, il y a certains jeux où littéralement, tu sais, mettons dans Fate, tu peux comme il y a une action qui te permet de ne pas réussir une action, puis le jeu te récompense avec comme une meta currency Mmh. parce que tu décides de le faire. Mais c'est beaucoup plus intéressant de comme lancer des dés puis voir qu'est-ce que comme tu sais le futur te réserve en juste lançant des trucs, là, tu sais, Ouais. donnant les trucs à la chance puis d'être sur le bout de ta chaise comme oh je vais-tu l'avoir ou je vais-tu ne pas l'avoir. Donc je pense que comme tu sais les oracles on les utilise déjà quand on joue en groupe, mais c'est Mmh. juste que là il doit avoir des on doit utiliser en jouant solo il faut des oracles un peu différents parce que on a beaucoup plus de questions. C'est pas Mmh. juste une question: «Est-ce que je réussis ou pas?» C'est comme: «Je suis dans un village, est-ce qu'il est peuplé ou pas?» Hein? Ouais. C'est comme puis pourquoi il est pas peuplé? Des questions aussi simples que: «Pourquoi?» «Ah, ben, c'est pas un oui ou un non, c'est pas une réussite ou un échec. Il me faut plus de détails. Qu'est-ce que je fais? Comment je Mmh. fais pour savoir?» C'est là où, comme admettons, Ironsworn a des tables qui appellent des tables de thème et des tables d'action. Puis je trouve que c'est quelque chose qui est absolument brillant parce que tu roules un thème, comme admettons, jalousie, puis une table action qui, admettons, qui serait mort. Fait que c'est comme jalousie et mort. OK, c'est les 2 mots très thématiques que je vais qui vont expliquer pourquoi est-ce que le village est vide ou peut-être pourquoi il est plein. Fait que c'est comme: «Ah, pourquoi le village est plein?» Mmh. OK, tu sais, jalousie est mort. OK, qu'est-ce que je peux faire avec ça pour m'aider à créer une histoire qui est intéressante? Fait que c'est vraiment pour remplir les blancs, puis c'est là où les oracles sont vraiment, vraiment pratiques. Puis d'avoir Mmh. des oracles qui sont pas juste là pour répondre à des questions oui ou non, mais des oracles puis des tables aléatoires qui sont là pour répondre à toutes sortes de questions Mmh. lorsque tu joues solo parce que tu veux pas avoir cette charge-là sur tes épaules tout le temps quand tu Ouais. joues. Ouais, mais c'est aussi, personnellement, je trouve que tu as parlé aussi un peu le côté, évocateur aussi. C'est parce que j'essaie de faire pas mal de tables, dans tous mes essais d'écriture de jeux de rôle. Toujours le côté un petit peu, ben, c'est pas n'importe quel mot qui marche, hein, parce qu'il faut essayer de trouver un mot qui soit, suffisamment, évocateur pour, jumpstart un petit peu, pour, déclencher l'imagination des Ouais. gens. Donc parce que combien de temps ça t'a pris pour créer tous ces tableaux-là de thèmes, d'actions et cetera? Oh, je dirais que comme, tu sais, avoir une espèce de base, comme je pense tu sais, de la façon dont je crée mes tables, souvent, tu sais, je vais les faire parce que je peux avoir une version qui est juste boboche, une version un peu stupide, une version comme qui est pas tant thématique que juste pour remplir la table. Puis Mmh. pour me dire au moins, ben, ça, c'est terminé. Puis après ça, j'y retourne, puis j'essaie de remplacer des mots avec comme, OK, ben, je vais essayer de remplacer comme un mot comme, admettons, ah, un château. C'est comme, OK, un château, c'est pas super évocateur. Est-ce qu'on peut essayer de changer ça pour avoir de quoi qui est un petit peu plus comme intéressant à Mmh. visiter, tu sais? C'est comme, fait comme, ah, ben, tu un château en ruine ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est comme une suggestion un peu plate à dire comme ça, là, Mmh. mais c'est ça. Donc, je te dirais que comme, tu sais, faire la première version des tables en mode comme, tu sais, juste comme bien, bien, bien simple,
dépendant du nombre de tables encore, mais ça peut prendre quelques heures, tu sais, peut-être comme, bon, mettons 2 3 heures, puis tu comme, tu sais, tes tables remplies avec des mots relativement génériques. Puis après ça, ben, c'est de passer comme, je pourrais pas dire le nombre d'heures, mais c'est beaucoup comme, mettons, dans les jours qui suivent, enfin, à chaque fois Mmh. que j'ai une idée, de revenir, puis comme faire, bon, est-ce que je peux trouver un élément plate et générique que j'ai écrit, que je l'enlève, puis je le remplace dans l'idée que je viens Mmh. d'avoir, parce que chaque personne est différente, mais personnellement, j'ai beaucoup de difficultés à juste comme pomper des idées thématiquement incroyables, genre, tu sais, de suite, là, tu sais, genre en pomper énormément de suite, je trouve ça difficile, mais comme il y a des gens qui ont beaucoup plus de créativité que moi à ce niveau-là, tant mieux pour eux. Moi, j'ai pas ça, donc je me trouve des techniques un peu pour y aller aux alentours. Ça marche et et peut-être une dernière question aussi pour conclure un peu tout ça. Heu, qu'est-ce que tu as en parce que là, tu as déjà lâché pas mal d'indices sur les réseaux sociaux, même sur quelques vidéos que tu avais fait. Songs and Saga, c'est quoi la suite? Ouais, donc le jeu a connecté avec énormément de gens. Ça, c'est comme beau et surprenant sur comme un paquet de facteurs. Vraiment, comme tu sais, là, on s'est dit, bon, si les gens ont vraiment aimé ça, bon, on va essayer de leur en donner encore plus. Donc, ce qu'on aimerait faire, c'est cet automne ou peut-être un peu plus tard. Je disais cet automne originalement, mais comme bon, l'automne arrive rapidement. Mais ce qu'on aimerait faire, ce serait de faire une campagne de sociofinancement pour faire un livre à peu près de la même taille que Stoneburner. Donc, on parle peut-être Mmh. un petit peu plus qu'une centaine de pages. Avoir comme tu sais, un beau livre, tu sais, avec un feeling un peu premium, tu sais, hardcover, avec comme Mmh. tu sais, laminé et tout, avec un petit ruban, tu sais, toutes ces Waouh! affaires-là, tu sais, Le un petit beau truc, ruban. le petit ruban, tu sais. Puis avoir comme, tu sais, on aimerait ça le faire en mode, ce qu'ils appellent ça en mode landscape, en mode horizontal, au lieu d'être un livre qui se tient comme Oh! ça serait comme un livre qui se tiendrait comme ça, puis qui serait vraiment comme, tu sais, comme les vieux manuels de jeux vidéo, là, tu sais, comme un peu dans ce Oh ouais, style-là. oh ouais. Puis le remplir, comme prendre toutes les mécaniques du jeu, les remettre dans le livre, mais comme ajouter des exemples, ajouter plus de texte, plus Mmh. d'explications, comme pour aider les gens, parce que c'est un texte qui est très condensé, donc il faut le relire souvent pour essayer de comme bien comprendre, tu sais, toutes les nuances, justement, tu sais. Mmh Donc, mh. vraiment, il plus y aller en nuances, inclure plus de tables, inclure beaucoup d'art, parce que là, en ce moment, la seule art qu'il y a dans le jeu, un peu, c'est le cover qui est même pas imprimé. Euh, Mmh. donc, c'est ça, là. Donc, on travaille beaucoup, justement, avec Galen, là, pour comme juste en faire une belle pièce d'art qui prend le jeu original puis qui en rajoute. Puis un des trucs aussi qu'on aimerait faire, c'est que justement, il y a un principe d'île dans Sunken Saga. Tu tombes sur Mmh. des îles et tu les explores. Puis tu te définis toi-même sur à quoi l'île ressemble. On aimerait ça faire des îles prédéterminées, tu sais, des îles qui sont déjà pré-remplies avec un paquet de choses, un paquet d'événements, ou même avoir des mécaniques qui sont spécifiques à ces Ah, îles-là. Mettons, tu arrives sur une île, puis comme là, il y a une mécanique qui dit ben, à chaque fois que tu trouves un roi dans ton paquet de cartes, ben, il y a tel truc tu sais, qui se passe ou quoi que ce soit. Fait qu'avoir des trucs un yes. peu comme ça, donc ouais, là, c'est un peu comme, c'est un peu guidé, mais j'ai toujours un million d'idées dans ma tête et j'ai de la misère à focus, mais je finis toujours par terminer des trucs. Donc c'est sûr que ça va s'en venir, mais j'ai pas de timeline extrêmement précise, mais c'est notre prochain gros projet. Ouais, C'est ce livre-là. nice. Cool. Bon et ben, du coup, concluons ici. En tout cas, merci beaucoup pour avoir rejoint pour cette, petite heure, ouais, petite heure tranquille. Petite heure. Petite heure, ouais. J'ai encore des tonnes de questions, mais on aura l'occasion d'en reparler probablement Ouais. un jour. Donc ouais, donc merci encore, pour tous les gens qui seraient intéressés, Songs and Saga, il y a aussi tous les autres jeux que tu as cités, Stoneburner que je conseille, assez personnellement. Puis, puis voilà, est-ce que tu veux nous donner un dernier mot, hein? Juste comme, tu sais, si vous êtes intéressé à en savoir plus, comme sur FairyRPG, il y a fairyrpg.com. Sur Songs and Sagas, ça va être songsandsagas.fairyrpg.com. Je suis disponible sur tous les réseaux sociaux, là, ou à peu près, là, avec ARPDESHAIES, ARPDE, mon nom de famille. Donc, vous pouvez me trouver là-dessus. Mais sinon, comme je vous dirais, comme si vous avez jamais designé un jeu de rôle, puis si vous avez envie comme de designer, de commencer vos premiers pas dans cette merveilleuse aventure, là, comme on fait un jam en ce moment, le jam va durer encore un bon moment, puis c'est pour designer quelque chose avec Sunset Sagas. Il y a comme le jeu est disponible sous licence libre, il y a un paquet de ressources qui sont disponibles aussi pour être capable de, comme tu sais, des templates pour pouvoir commencer comme à créer son jeu vraiment rapidement. Donc ouais, comme ça va être mon dernier mot, c'est que comme tout le monde peut designer son jeu de rôle, c'est juste de comme tu sais, commencer à quelque part. Donc, c'est tout.
C'est voilà. tout, c'est C'est tout. tout, Facile, c'est tout. Cool. c'est tout. Bah dans ce cas, merci beaucoup René, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo pour ceux qui nous regardent et avec ça, je vous souhaite à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye.